Bonjour, allez, c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama et aujourd'hui on se demande jusqu'où les taux d'intérêt peuvent grimper. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors les banques centrales, il faut expliquer quand même, parce qu'on sait, on l'a dit, elles étaient en retard. Pendant très longtemps, elles étaient en retard dans leur combat contre l'inflation et aujourd'hui on le voit bien, elles accélèrent autant que possible pour remonter et normaliser leur politique monétaire. Et donc cette attitude plus agressive, entre guillemets, notamment du côté de la Fed, mais un petit peu aussi du côté de la BCE, au moins dans les mots, ça commence un petit peu à turlupiner, un peu angoisser les marchés financiers, parce que plus elles montent leurs taux, plus elles luttent contre l'inflation, mais plus elles cassent la croissance. Et là, c'est le dilemme. Ben voilà, vous avez tout dit. Non, c'est un petit résumé. Hein. Alors, il y a clairement, on parlait d'erreurs des politiques monétaires. Ouais. On est dedans, là, on est dedans. Je pense qu'on est dedans au sens où la Fed a trop tardé. C'est-à-dire qu'elle a tardé, déjà, on ne peut pas trop lui en vouloir, à reconnaître qu'il y avait une inflation qui était probablement plus installée qu'elle ne le pensait. Et puis il y a la guerre en Ukraine. Et puis il y a la guerre en Ukraine aussi. Et voilà. Et il y a aussi des facteurs externes à l'analyse économique qui sont arrivés, comme la guerre en Ukraine. Donc je pense qu'on ne peut pas trop lui en vouloir de ne pas avoir bien estimé l'inflation. En revanche, dès le mois de janvier, Jérôme Powell a reconnu que l'inflation n'était pas aussi transitoire qu'elle voulait bien le dire. Et pourtant, la Fed n'est partie qu'en mars, là. Elle a relevé de 25 points de base seulement. Ce qui paraît timide. L'inflation est partie bien avant les banques centrales. Donc là, les banques centrales sont obligées d'accélérer et d'être énergiques. C'est-à-dire que là, il est prévu pour les 3 prochaines réunions de la Fed, des 50 points de base. De 50 points de base, 0,5%. On voit bien l'accélération. Ça a monté beaucoup plus vite. Ce prochain relèvement de taux de 50 points de base, Jérôme Powell a dit qu'il était sur la table. Et ça a semblé chagriner les investisseurs. D'un côté, on dit les marchés sont prêts, ont anticipé des prochaines hausses de 50 points de base. Et en même temps, quand il le dit, Jérôme Powell, on sent que c'est un peu fragile tout ça. Hein. Oui, il est même possible que ce soit 75 points de base, 0,75% en une fois. Waouh. Pour accélérer. C'est du jamais vu depuis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Bah, c'était depuis 94. Où, qui n'a pas laissé un bon souvenir. Hein. Alors, début des années 90, non, mais l'année 94, où il y a eu 250 points de base de resserrement monétaire, ce qui est à peu près ce qui est prévu d'ailleurs par les investisseurs cette année. Et il y a eu un crack obligataire. Non, le crack obligataire, il avait lieu un petit peu avant, mais alors effectivement, ça avait beaucoup monté, mais ça n'avait pas impacté la croissance. La croissance était restée relativement forte. Alors, effectivement, les taux avaient beaucoup commencé. C'est de bonne augure. Donc on peut augmenter de 250 points de base les taux courts sans que ça casse la croissance. Oui, alors je ne sais pas si 2022 est semblable à 94. Là, il y a une guerre aux portes de l'Europe, une croissance qui est déjà en train de ralentir. Donc je ne sais pas si... Il y a un côté contretemps quand même là-dessus, Jean-Marc. C'est-à-dire qu'en fait, remonter les taux alors que ça ralentit, la croissance ralentit, c'est peut-être pas idéal non plus. Hein. C'est ça, la ligne de crête est très fine. D'autant plus qu'il est possible que l'inflation commence déjà à ralentir un petit peu. Là, au moment où on se parle, on l'a vu avec l'inflation américaine, il y avait quelques éléments un peu rassurant. On est à 8,5 quand même. Oui, mais il y avait quelques éléments relativement rassurants. Lesquels c'était la baisse des prix de l'automobile, par exemple, qui n'avait cessé de monter et d'alimenter cet aspect de l'inflation, qui là s'est un peu assagi. Donc il y a quelques éléments. Mais effectivement, là, le timing est très bizarre. Si vraiment elles veulent tuer l'inflation, pardon de dire comme ça, je mets des guillemets évidemment, et casser l'inflation, les banques centrales, notamment la Fed, 8,5% d'inflation, 7,5% quand même en zone euro, on n'est pas plus si loin que des Américains, il faut accepter de provoquer une récession avec tous les effets, tous les dégâts économiques et sociaux que ça peut avoir. Et les cohortes de chômeurs en plus. Quoi. Alors pour rappel, la Fed, par exemple, a deux mandats, l'inflation et le plein emploi. Là, il est évident que l'accélération va avoir un impact sur l'économie et peut-être sur l'emploi. Alors on est déjà pratiquement au plein emploi. Il va sans doute falloir accepter une croissance qui est plus faible. D'ailleurs, les perspectives de croissance pour 2022 ont déjà été revues à la baisse de 4% à 3% aux États-Unis. On se dit qu'il n'y a que des mauvais choix, Jean-Marc, pour les banques centrales. Parce que si elles laissent filer l'inflation, quelque part, elles permettent aux dettes publiques de rester soutenables, et c'est quand même important, notamment en zone euro. Soit elles remontent plus vite les taux, elles risquent la récession, une nouvelle crise pour le coût possible de la dette, peut-être un crack, obligataire, action. Et là, on se dit, l'équation pour les banques centrales,
c'est insoluble. Honnêtement, que des mauvais choix à prendre. Ouais, c'est pas un bon boulot en ce moment, banquier central. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en dehors de leur possibilité. C'est-à-dire que là, on parle souvent d'un choc de l'offre, c'est-à-dire que l'offre est plus chère, moins disponible, et c'est pas tant une demande qui s'accélère. Donc là, effectivement, et les banquiers centraux l'ont déjà dit, monter les taux ne va pas faire baisser automatiquement le prix de l'énergie, et il ne va pas rendre les chaînes de production oui, mais elles ont un mandat, c'est 2% de l'objectif. Ouais. On est entre 7 et 9. Alors, oui, il y a un mandat de 2% à peu près pour les deux banques centrales. Et là, ça paraît effectivement insoluble. Elles sont cependant obligées de faire quelque chose pour éviter notamment les effets de second tour où l'inflation s'installe dans l'esprit des acteurs économiques. On y est, paraît-il, aux États-Unis, on n'y est pas encore en Europe. Alors voilà, il y a une grande différence entre l'Europe. Il y a relativement peu de tensions salariales. De hausse du coût du travail. C'est déjà un petit peu le cas aux États-Unis. C'est 5,5% de hausse des salaires. Mais c'est bien en même temps, on a tellement dit pendant très longtemps que les Américains ne voyaient pas, les classes moyennes américaines, notamment aussi en Europe, ne voyaient leur salaire stagner. On a des hausses de salaire, on n'est pas content, on n'est jamais content en fait. Oui, alors ce que les banques centrales veulent éviter, c'est ce cercle un peu vicieux où les perspectives d'inflation s'installent dans l'esprit de tout le monde et s'auto-entretiennent pendant des années. Là, elles veulent essayer de casser la dynamique. Il y a une flambée actuellement. C'est la fameuse boucle inflation-salaire. L'une alimentant l'autre. Oui, exactement. Donc là, elles veulent essayer de casser ça. Mais effectivement, il va y avoir des dégâts. Mais si elles veulent le casser véritablement, il faut augmenter beaucoup plus les taux que ce qu'attendent en Europe les investisseurs, à savoir fin 2023, une BCE qui aura des taux repo, enfin des taux directeurs à 2,5. Si on veut vraiment casser l'inflation qui est à 8 ou à 7 ou à 6, il faut aller beaucoup plus loin. C'est là où il y a une... je ne dis pas qu'il y a peut-être de duplicité de la part des banques centrales, mais... Il y a quand même une grande incertitude parce que, en plus des taux, les banques centrales ont à disposition leur bilan qu'elles ont annoncé vouloir dégonfler. Donc ça, c'est aussi une sorte de resserrement en soi. Aux États-Unis, pour le coup, pas encore... pas de manière très très claire. En Europe, aux États-Unis, on est à peu près à 100 milliards, on serait potentiellement à 100 milliards de baisse tous les mois de vente d'actifs du bilan de la Fed qui est à 9 000 milliards de dollars. Oui, c'est ça. Mais ça, déjà, réduire le bilan, c'est déjà un resserrement. Et puis, il y a un environnement de croissance qui, pour des raisons externes, on l'a vu, c'est notamment l'Ukraine, mais c'est aussi la Chine qui ralentit avec une politique zéro Covid qui a un impact sur la croissance. Donc, peut-être que ça suffira à arriver à un taux neutre. Donc le taux neutre estimé par la Fed, c'est 2,5%. Il est vraisemblable qu'elle veuille aller un peu au-delà pour justement rattraper le retard. Mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin, ou il n'y aura pas la possibilité, peut-être d'ailleurs, d'aller au-delà de ça. Les marchés anticipent 3% de taux directeur pour la Fed en 2023. À voir si on va pouvoir y aller, c'est pas évident. Sachant que ce qui finance l'économie en général, ce ne sont pas les taux directeurs, mais ce sont les taux longs. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit 1,30% sur le 10 ans français, dette souveraine française, taux d'intérêt à 2,8% de 80 sur le 10 ans américain. Quand on a des inflations qui sont autour de 8%, on se dit que, ma foi, tout ça reste très très bas en termes de taux d'intérêt. Il faut se rappeler, comme dans les années 80, ce qu'on s'est tapé. Oui, effectivement, là, l'omniprésence des banques centrales ces dernières années a fait que Ils sont pas au prix, les taux ne sont pas à leur prix. Les taux ne sont pas à leur prix, c'est vrai. Au vu de l'inflation, je veux dire, imaginons, si les banques centrales n'étaient pas aussi interventionnistes, n'avaient pas mené toutes ces politiques monétaires accommodantes, où seraient spontanément, pardon, c'est déjà difficile, où seraient les taux longs, parce que les taux courts, c'est celles qui les choisissent, mais où seraient les taux longs aux États-Unis? On ne serait pas à 2,80 avec une inflation à 8,5. Non, on serait certainement beaucoup plus haut, mais les taux longs anticipent aussi l'inflation à long terme. Et là-dessus, les anticipations par les investisseurs de l'inflation à 5 ans, dans 5 ans, alors se sont inscrits plus haut évidemment depuis le début de l'année, et se sont inscrits plus haut d'ailleurs que la moyenne des 5, 6, 7 dernières années, mais elles ne sont pas non plus au plafond. C'est-à-dire qu'il y a la Fed garde, les banques centrales en général, gardent une certaine crédibilité sur le combat de l'inflation à long terme.
À long terme. Mais à long terme, on sera tous morts, comme disait Keynes. Hein. Non, plus sérieusement, Jean-Marc, parce que c'est la question qu'on se pose, jusqu'où les taux d'intérêt peuvent monter. Pour le coup, on parle des taux courts, mais aussi des taux longs. Est-ce qu'il faut redouter une poursuite de la flambée, encore une fois, des taux longs? On a fait un sacré mouvement depuis le début de l'année. C'est déjà une mauvaise année pour le marché obligataire, là, hein, sur les dettes souveraines. Hein. C'est déjà une très mauvaise année en termes de performance pour le marché obligataire. Les taux de financement des entreprises en Europe et aux États-Unis ont déjà doublé depuis le début de l'année. Donc, il y a déjà un impact de resserrement. Ouais. Et justement, jusqu'où on peut aller, ça va être la ligne fine entre, effectivement, casser la dynamique de croissance sans trop casser la dynamique de... Non, d'inflation, casser la dynamique d'inflation, sans trop casser la dynamique de croissance. Et là, et les banques centrales l'ont dit, elles vont être pragmatiques et elles vont regarder les chiffres d'inflation notamment. Donc là, on arrive... Est-ce que le gros du mouvement, il est fait sur les taux longs souverain, ou est-ce que, voilà, c'est ça le sujet. C'est une bonne question. Parce que tout le monde disait on sera à peu près à 2,80 sur le 10 ans américain en fin d'année. Pardon, on est au mois d'avril et on y est. Là, effectivement, des taux longs 10 ans américains à 3%, ça a déjà un impact sur les charges d'intérêt des entreprises et sur les ménages aussi. Les mortgages sont déjà... Au-delà de 5%. Très élevés. Et donc, il y a déjà un impact. Donc, et je pense que la Banque centrale va regarder tous les chiffres, et notamment la croissance, pour voir si elle ne casse pas complètement la croissance. Bon, parce que la question qu'on se pose, on finit là-dessus, c'est de savoir à partir de quel niveau de taux long les capitaux sortent des marchés actions pour aller s'investir sur des marchés obligataires qui sont bien rémunérés avec un risque qui est bien moindre. Il y a un sujet là de basculement de flux entre le marché action et le marché obligataire. On n'en est pas là, mais on pourrait s'en approcher. Alors, on n'en est pas là, mais effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que lorsque vous avez des taux à zéro, personne n'a vraiment d'intérêt à investir dedans. Quand ils sont à 3%, ça se regarde, hein. On se repose la question, effectivement. D'autant plus que 3% par rapport à un taux de dividende qui n'est pas si éloigné que ça, la question se repose. Donc, il y a déjà eu un petit mouvement très récemment, là, peut-être de stabilisation des taux longs. Alors, les taux courts vont continuer à monter. Ça a été annoncé par les banques centrales. Les taux longs, ils ont déjà pris en compte un ralentissement économique. C'est ça, en fait. Parce qu'on est surpris de voir les taux longs plus hauts, mais c'est parce que le marché obligataire anticipe déjà l'impact de ralentissement court, plus l'impact des hausses de taux sur la croissance à venir dans les trimestres. Et sur l'inflation qui reste, pour les marchés financiers, relativement encadrée à moyen terme. Allez, merci beaucoup Jean-Marc Delfieux. Merci David. Et Valeurs Ajoutées revient dans quelques jours sur Boursorama.